Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 6 personnes ont perdu la vie ce dimanche à Dablo, localité située à environ 80 km de Kaya dans le San Matenga. Un prêtre et 5 fidèles ont perdu la vie. Dans leur furie, les assaillants ont incendié un commerce et 2 véhicules. Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, a fait un communiqué. L'intégralité dans quelques secondes. Dans ce journal, nous irons à Farakoba, dans le Oué, où se prépare la campagne agricole humide 2019-2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les paysans ne sont pas encore engagés dans une course contre la montre, puisque Dame Nature se fait attendre. Qu'à cela ne tienne, les spécialistes invitent à ne pas négliger cette étape décisive pour un bon rendement. Comment se prépare cette campagne agricole? C'est le dossier de cette édition. Même étant préparé, l'ANC réalise son score le plus bas depuis 25 ans. Le parti majoritaire en Afrique du Sud a le dos au mur suite aux élections législatives qu'il remporte de justesse. Un peu plus de 57% des suffrages suffisent pour conserver sa position, mais le parti de Nelson Mandela est de plus en plus confronté au parti populiste en vogue depuis la fin des années Zuma. Bienvenue à tous. Dans la matinée de ce dimanche à Dablo, dans la province du San Matenga, région du centre-nord, des individus armés non identifiés ont ciblé l'église catholique et le CSPS de la localité. À cet effet, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale communique. Dans la matinée du dimanche 12 mai 2019, aux environs de 9 h, des individus armés non identifiés ont perpétré une attaque dans la commune de Dablo, ciblant particulièrement l'église catholique et le CSPS de cette localité. Cette attaque lâche et barbare a malheureusement causé le décès de 6 personnes, dont le prêtre célébrant, et l'incendie d'une boutique et de 2 véhicules. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale présente au nom du gouvernement ses condoléances attristées aux familles éplorées à l'église catholique et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne cet acte ignoble et observe qu'après avoir échoué à opposer les communautés par des assassinats ciblés de chefs coutumiers et de leaders communautaires, les groupes terroristes s'attaquent maintenant à la religion dans un funeste dessein de nous diviser. Le gouvernement salue l'esprit de solidarité et de tolérance interreligieuse qui a toujours été donc prôné par les fêtières des différentes confessions religieuses au Burkina et les en remercie. Il invite les populations au calme et à la retenue tout en réaffirmant sa détermination à mettre tout en œuvre pour identifier les auteurs de ces crimes et les punir à la hauteur de leur forfait. La 22e nuit des Galiens a livré son verdict. C'était dans la soirée d'hier à la salle des banquets de Ouagadougou, une nuit pour magnifier les femmes et hommes de médias à travers la qualité de leurs œuvres. Touen Sida Idrissa Sama, journaliste à l'Observateur Palga, est sacré meilleur des meilleurs et remporte ainsi le Super Galien. À ses côtés, une trentaine de lauréats tout aussi méritants reçoivent des trophées. Le palmarès avec Koalen Ebié et Oumar Zambri. Idrissa Sama, journaliste à l'Observateur Palga, est le grand lauréat du Super Galien 2019. Il remporte la somme de 3 millions de francs CFA, une villa d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA, un billet d'avion de toute destination, une moto Megamon et un trophée. Âgé seulement de 24 ans, pour lui, cette consécration est celle de la jeunesse. Je n'ai que 3 années d'expérience, donc c'est une grande surprise pour moi. Donc au-delà de ma petite personne, ce prix à mon avis vient consacrer le travail qui est abattu par les jeunes journalistes au niveau de toutes les rédactions. C'est un reportage que j'ai fait au lendemain de l'ouverture de l'échangeur du Nord, parce que comme vous le savez, c'est un échangeur assez compliqué à arpenter. Le second reportage, c'est un papier que j'ai fait sur la maladie mentale au niveau de la région du Nord. Selon le ministre, la presse burkinabé a une bonne renommée à l'international. Cependant, il demande aux journalistes de toujours faire preuve de professionnalisme et de respect, d'éthique. Il y a quelques jours, plus précisément le 3 mai, nous commémorions la journée internationale de la liberté de la presse sous ce thème « Médias et élections dans le contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso ». C'est ce thème qui nous interpelle tous aujourd'hui, encore plus qu'hier, où nous vivons à l'ère de l'information en continu
de l'instantanéité du scoop des réseaux sociaux, des risques manifestes de distorsion de l'information. Cela exacerbe certes la concurrence entre les médias, mais cela ne doit aucunement nous faire perdre l'importance de l'investigation, de la collecte professionnelle de l'information, c'est-à-dire de sa vérification, de son recoupement avant toute diffusion. Au total, une dizaine de prix spéciaux et une vingtaine de prix officiels ont été décernés au cours de cette 22e nuit des Galians. Fait majeur, dans la catégorie presse en ligne, il n'y a pas eu de vainqueur pour cause d'insuffisance du résultat. Et de 13 pour l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Elle a tenu le pari de l'organisation du 13e grand panel débat à l'université Joseph Kizerbo, lequel ressources humaines et matérielles à la disposition du gouvernement dans la situation socio-économique et politique du Burkina Faso. La question a été posée la question donc posée a tout de même suscité des réponses à travers différents exposés. Les recommandations issues de cet exercice seront transmises aux autorités. Rasmane Zoundi avec Maxime Zongo. Initié par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, ce panel avait pour principaux animateurs des figures bien connues de la scène politique au Burkina. Kadri Désiré Ouedraogo, ancien chef du gouvernement, Tahirou Bari, Ousseini Tamboura et David Moyenga, invités pour apporter leur contribution au débat autour de la situation socio-économique du Burkina. Nous avons 40% de la population burkinabé qui vit dans la misère, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc qui n'a pas 153 000 francs par individu et par an pour vivre décemment et dignement. Nous avons près de 150 000 demandeurs d'emploi au privé par an. Nous avons près de 1 million qui accourent chaque année derrière le concours de la fonction publique et désespérément. Nous avons également un système éducatif assez préoccupant. L'axe principal de la réflexion, le profil des hommes et des femmes utiles et nécessaires pour relever le défi. Et pour les conférenciers, les choix n'ont pas toujours été pertinents. L'observation historique a montré que toutes les nations qui se sont développées rapidement l'ont fait à partir de ressources humaines de qualité. Si les ressources humaines sont la première richesse d'une nation, il importe donc que celle-ci en prenne soin. D'abord, en éduquant le vivier que constitue la jeunesse, en la formant, et ensuite en soignant les populations pour qu'elles soient en bonne santé. Et enfin en nourrissant les populations. Pour nous, au-delà des moyens financiers, il faut penser aussi à la qualité des hommes. Est-ce que nous avons réellement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? C'est la question qu'on s'est posée. Il est tout à fait normal, et vous serez d'accord avec nous, qu'aujourd'hui les nominations auxquelles nous assistons tous les mercredis sont souvent, j'ai envie de dire, trop politiciens. Au regard donc des enjeux assez énormes et de la profondeur du mal, les autorités ont été invitées à redoubler d'efforts et surtout à donner l'exemple par le sommet. Car selon eux, le pays a besoin d'une autre approche, une approche qui doit se manifester par des actions plus concrètes. Des protocoles entre l'État et les collectivités territoriales, c'est la trouvaille pour résoudre les difficultés rencontrées dans la gestion des démembrements de l'État dans nos régions. À Ouaïgouya, dans le Yatenga, région du Nord, la ministre déléguée en charge de la décentralisation a procédé à la signature de ces protocoles d'opération. Mais avant, il a fallu présenter les enjeux de ces documents aux acteurs de la décentralisation. Irénée Kabouré avec Alex Zagré pour le compte-rendu. Cet acte marque la signature officielle du protocole d'opération de gestion et des compétences transférées aux collectivités territoriales. Un protocole qui a pour objectif de préciser les rôles et les responsabilités respectives de l'État et des collectivités territoriales. C'est un outil de gestion, en tout cas, qui définit clairement les rôles et les responsabilités de l'État et des collectivités territoriales, et également les relations entre ces collectivités territoriales
et les autres acteurs dans le cadre de l'exercice des compétences et de la gestion des ressources transférées. Sa mise en œuvre ayant connu plusieurs difficultés, il était temps pour le département de Simeon Sawargo d'élaborer cet outil afin de résoudre les soucis rencontrés dans le processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes actuellement au cycle 3 de cette décentralisation. Donc, ce n'est pas à cette étape-là que l'État va se désengager après avoir beaucoup fait pour les collectivités territoriales. La signature de ces protocoles viendront pour nous, mais encadrer davantage notre action au quotidien. Et ça veut dire maintenant il y a un cadre officiel qui est là, un cadre légitime qui nous permet maintenant d'agir au nom des compétences transférées. Réunis dans la salle de réunion du Conseil régional du Nord, les participants sont composés d'élus locaux et leurs collaborateurs, de partenaires techniques et financiers. L'élaboration de cet outil a été possible grâce au programme d'appui aux collectivités territoriales et au programme de renforcement de la gouvernance locale et administrative. Et c'est pour la mise en œuvre donc de ces protocoles, on peut s'appuyer sur certaines initiatives portées par des partenaires à l'image de l'ONG Eau Vive. Elle est partie prenante au programme d'urgence pour le Sahel à travers un projet baptisé Appui à la maîtrise d'ouvrage communal et à la communication. C'est un projet qui offre un appui technique et ciblé aux communes et services déconcentrés de l'État. On en sait plus avec nos confrères de la RTB de Sahel, Ousmane Kientga, Kassoum Sori et Sekou Zongo. Autorités administratives et maires des régions du Nord et du Sahel sont réunis ici autour du projet Appui à la maîtrise d'ouvrage communal et à la communication. Mis en œuvre par l'ONG Eau Vive, ce projet vise à apporter un appui technique aux communes et aux services déconcentrés de l'État en vue d'améliorer l'accès aux services sociaux de base. À la faveur de ce projet, nous allons pouvoir mettre quelques moyens que l'Union européenne a bien voulu nous accorder, mettre ces moyens en œuvre pour permettre aux 30 communes d'avoir un certain nombre de capacités, donc une mise en capacitation des communes pour gérer les compétences déjà transférées par l'État. Je cite par exemple le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui est une compétence transférée, il y a les questions de santé, d'accès à la santé, il y a les questions d'éducation. D'une durée de 2 ans, le projet couvre 30 communes des régions du Nord et du Sahel concernées par le programme d'urgence pour le Sahel. Ce que nous reprochons souvent donc à ces communes, c'est de n'avoir pas la technicité donc pour élaborer de façon technique, en tout cas tout ce qu'il faut pour exécuter ces projets. Donc ils viennent les accompagner dans cette expertise-là qui leur permettra donc d'aller en tout cas à l'efficacité dans l'exécution donc de ces programmes et projets au niveau du programme d'urgence pour le Sahel. L'atelier de Dori qui marque le lancement officiel du projet veut mobiliser ses autorités communales et régionales autour de ces objectifs. Ouvrons à présent une page consacrée au monde paysan, un fonds environ 200 millions de francs CFA pour faciliter l'accès au crédit. L'Union nationale des étuveuses de riz bénéficie de la confiance du Canada et cela se traduit à travers une cérémonie de remise officielle de ce fonds. L'Union pourra ainsi accorder un crédit à ses membres estimés à près de 7 000 et disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Mané Kayen avec Amadou Lougué. De simples signatures qui traduisent officiellement la remise du Fonds de facilitation d'accès au crédit à l'UNERI, l'Union nationale des étuveuses de riz. Ce fonds, estimé à plus de 200 millions de francs CFA, sera directement géré par les étuveuses. C'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui parce que c'est la confiance que le Canada a fait à notre organisation et nous nous engageons à bien gérer ce fonds pour que ça soit bénéfique pour nos organisations membres de l'UNERI. Cette rétrocession du fonds, c'est une nouvelle phase qui permettra justement de pérenniser un certain nombre d'activités, qui permettra à plusieurs autres étuveuses de riz, on espère, de pouvoir développer leurs activités et de continuer de contribuer à l'épanouissement de leur famille, de leur communauté et du Burkina Faso en général. Le fonds de facilitation d'accès au crédit a été mis en place en 2015 avec un capital de départ de plus de 90 millions de francs CFA. Grâce au projet Pairis, nous avons fait également des crédits directs à ces étuveuses-là. Et là, nous avons un taux
de remboursement de 93%. Pour nous, membres du gouvernement, c'est de remercier la coopération canadienne et inviter bien sûr les femmes étuveuses à une bonne utilisation de ce fonds afin de leur permettre bien sûr non seulement d'accroître les activités, mais également de permettre à l'ensemble des Burkinabés de consommer un riz local, ça veut dire le riz étuvé du Burkina Faso. Collecter le riz paddy, le transformer en riz étuvé et le commercialiser à travers le Burkina Faso. Telle est l'activité principale de l'UNERI, une union forte de 7000 membres. Et avant de bénéficier de cette matière première, il faut bien le cultiver. À l'orée de la campagne agricole humide, certains producteurs ne veulent pas perdre donc une minute à Farakoba dans le où ils défrichent et s'apprêtent à recueillir les bonnes grâces de Dame Nature. Et ils ont raison de s'y prendre tôt, comme l'expliquent les techniciens agricoles. On en sait plus avec nos reporters Mané Kayen et Karim Sissé. Nous sommes au seuil de la campagne agricole humide. Mahmoudou Ouattara et son frère sont de plein pied dans la préparation de leur champ. À l'aide de coupe-coupe, ils défrichent leur champ de coton. Comme l'hivernage est proche, nous sommes venus pour préparer notre exploitation agricole. Il nous faut couper les tiges de coton afin de faciliter les semis et autres travaux champêtres. Pour les agronomes, la préparation du champ est une opération importante dans la production agricole. Elle a plusieurs avantages. La préparation du sol va beaucoup apporter et améliorer les conditions du sol pour permettre au plant de mieux se développer. C'est-à-dire en améliorant les propriétés physiques du sol pour permettre une meilleure infiltration, ici en apportant les éléments nutritifs pour permettre au système racinaire de mieux se développer et tirer plus de nutriments pour le développement de la plante. Le constat qui se dégage ici au Burkina selon Alimata Somda est que bon nombre de producteurs ne prennent pas à cœur la préparation des champs. Une situation qui ne rend pas la tâche facile. Beaucoup de producteurs ne maîtrisent pas les pratiques agricoles. Par exemple, souvent nous voyons des producteurs qui font le labour selon la pente, alors que c'est pas bon de faire le labour selon les pentes. Il faut le faire perpendiculairement au sol pour pouvoir pour pouvoir réduire le ruissellement et minimiser l'érosion qui va apporter qui va appauvrir le sol. De nos jours, les terres cultivables sont pour la plupart pauvres et les agronomes préconisent le compostage. Les résidus de la récolte tels que les tiges de coton et de mil peuvent être utilisés pour la fabrication du compost. Un conseil que Mahmoudou Ouattara et son frère essayent de mettre en pratique chaque année. Lorsqu'on coupe les tiges de coton ou de maïs, on les rassemble. Après, on les découpe en petites tailles pour fabriquer du compost qu'on utilise dans nos champs. Et c'est vraiment bénéfique pour nous en termes de rendement agricole. Aux agronomes d'ajouter qu'en cas de défrichage d'un nouveau champ, il ne faut pas systématiquement abattre tous les arbres. Les espèces utilitaires comme le néré et le karité doivent être préservées conformément aux textes environnementaux. Les conseils donc qui seront suivis par plus d'un. À Dédougou, c'est l'altruisme qui est prôné par une association, l'association Kiswen Sida. Elle se lance le défi d'ériger un orphelinat dans cette partie du Burkina. Et pour cela, l'association, aidée de ses partenaires, a pu réunir la somme de 210 millions de francs CFA. Hier samedi, la pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle. Le déroulé avec Samson Netizoun Bationo et Karim Oudraogo. C'est sur ce terrain d'environ 2 hectares, situé à Mundasso, à une dizaine de kilomètres de la ville de Dougou, que sera construit le centre d'accueil au profit des enfants en situation de détresse. Cette pose de la première pierre marque le début des travaux de construction de ce centre. L'idée est venue il y a très longtemps, quand j'étais petit. Chaque fois, on demandait à la Vierge Marie de nous aider à construire
un centre d'accueil pour les enfants. Et voici maintenant que Dieu est en train de réaliser ce grand projet pour nous. D'ici là, nous allons commencer la fondation pour pouvoir permettre l'évolution rapide de ce projet de construction et permettre aux enfants d'avoir la joie de vivre. Ce centre va contribuer à offrir une vie de famille à ces enfants à travers leur adoption. Pour les autorités, ce centre d'accueil vient combler un vide dans cette ville. La ville de Dédougou ne possède pas une telle structure. Donc nous rencontrons au niveau de nos services des difficultés dans la prise en charge de ces enfants-là. Nous encourageons cette initiative qui vient nous soulager véritablement. C'est un plus dans le centre de développement. Comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. Nous encourageons les bonnes volontés, les associations, les ONG à accompagner notre État dans la prise en charge des enfants en difficulté. Ce projet de construction initié par l'association Kiswen Sida va coûter environ 210 millions de francs CFA. L'association souhaite l'accompagnement des autorités pour l'atteinte des objectifs de ce futur centre. Et puis cet exemple de courage, Fidèle Namoiano a tourné le dos à la fatalité, lui qui n'a jamais été à l'école et qui, en 2016, va perdre l'usage d'une jambe. Âgé de 27 ans, l'aîné d'une famille modeste parcourt les rues de Fada à la recherche de clients. Son histoire en images avec Désiré Ilboudo sur un commentaire donc de Mahamadi Oudraogo. Sillonner les artères de la ville de Fadangourma, les bars et restaurants ainsi que les lieux de service à la recherche de clients, c'est le quotidien de Fidèle Namoiano. Né d'une famille de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille, c'est en 2016 que sa vie va basculer suite à une maladie. C'était commencé par maux de tête. Je dormais. Quand je suis me levé, je trouvais que mon pied là, ça gonflait. On est venu à l'hôpital. Ils ont soigné jusqu'à faire l'opération. Tous les peaux, les viandes se pourrit. Maintenant, ils ont dit qu'il faut qu'on coupe. Pour son opération, ce sont des personnes de bonne volonté qui ont pris en charge les frais de soins. Son papa est décédé et moi je n'ai rien. Avec la cuisse droite amputée, ce jeune homme qui n'est jamais allé à l'école refuse de s'adonner à la mendicité. Il décide de prendre son destin en main à travers la vente des unités téléphoniques. Ici à la maison, ça ne va pas. Donc un jour, quelqu'un venait me charrier, il m'a donné 10 000. Moi aussi, je suis me levé, demandé comment je vais faire. Et puis, je ne veux pas aller sur la route demander les gens, ou bien moi je vais attendre si quelqu'un me doit. Je souhaitais aller sur les gens qui vendaient une unité, je demandais comment on fait. Il m'a tout donné le corps, il me suppliquait, j'ai acheté la fiche avec les plaques, et puis maintenant il m'a écrit des papiers, me donnant comment je vais faire. J'ai fait ça à moins 2 jours seulement, tout j'ai pris. Maintenant, je continue avec les 10 000 là, Mobicas, Nana Express. Il n'y a pas Orange, il n'y a pas Télécel. Jusqu'à j'ai eu un peu l'argent, j'ai acheté les 2 pièces là. Quelqu'un encore m'a donné 5 000. Donc j'ai complété à payer les Télécel et puis j'ai sorti tout. Tout le monde me connaît. Si quelqu'un me veut, unité sur comment, viens. Plus d'une personne salue le courage et la sympathie de cet orphelin de père. C'est un petit que je félicite beaucoup. Il n'a pas dit que l'handicap là ne le permet pas de s'épanouir. Donc déjà, c'est pour dire à la jeunesse burkinabé, il ne faut jamais baisser les bras, quel que soit votre handicap. Les personnes handicapées qui prennent leur destin en main, nous ne faisons qu'encourager effectivement ces initiatives. Et je l'encourage même beaucoup plus à venir vers les institutions, les ONG qui sont déjà installées pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Cette activité de commerce permet aux natifs de la commune de Yamba de s'occuper de sa famille. Tous les jours, je gagne pour moi. J'avais construit une maison, la maison là, elle n'est pas tolérée.
Donc nous, tout l'argent là, c'est parti dans les maladies. On n'est plus arrangé les maisons, mais j'ai sorti un peu prendre les maisons, location. Donc maintenant je vois que moi aussi j'ai aidé la famille. J'ai payé mon maison et puis je mange aussi, je ne demande pas à quelqu'un. Voilà, vraiment ça me plaît. La saison des pluies est source d'inquiétude pour ce jeune âgé de 27 ans. J'ai l'argent, j'ai fait même les boutiques et puis les unités aussi, ça rentre encore. Donc ça va m'arranger même. Parce qu'en tournant comme ça, si comme la pluie n'a pas commencé, si ça a commencé là, pour moi là c'est difficile. S'il y a des poteaux, s'il rentre, il tombe. Tu vois, c'est un pied, si tu es glacé, tu tombes seulement. Donc tant la pluie, si la terre n'est pas cuite, je ne pouvais pas marcher tout le coin. Pour Fidèle Namwano, être handicapé n'est pas une fatalité. Il invite alors les autres personnes vivant avec un handicap qui ont fait de la mendicité leur métier à se retirer des carrefours et prendre leur destin en main. Et l'histoire de ce jeune homme pourrait traduire les valeurs mises en avant par un des ministres du Moro-Naba, la solidarité et le civisme au centre d'une tradition respectée par le Nem Naba. Au cours de son Nabasga célébré ce week-end, le chef coutumier a prié les ancêtres pour que l'abondance et la paix règnent au Burkina Faso. Le fil de la cérémonie avec Amado Ilboudo et Abdul Rasmanezongo. Cette cérémonie coutumière et à la fois traditionnelle ne laisse personne indifférent. Déjà à la fête, le premier âge ne dira pas le contraire. Les femmes, elles, vaquent à la cuisine. La sécurité traditionnelle est en alerte pour éviter toute fausse note, sans oublier les jeunes scouts présents à tous les compartiments de la résidence. Sans paix, il n'y a pas de développement, comme vous le savez. Et nous avons besoin du soutien des chefs traditionnels et coutumières pour que le Burkina Faso puisse rester en paix. Nous sommes plus ancrés dans la modernité. Or, nous sommes nés il n'y a pas très longtemps, mais nous avons vu quand même nos parents, nos grands-parents s'atteler sur la coutume. Au-delà qu'il soit notre collègue député, c'est aussi un chef coutumier. C'est donc la tradition que nous devons tous respecter. Puis, au moment décisif de la journée, coutumièrement parlant, le Nem Naba change d'attribut et d'accoutrement et regagne son trône, ici un siège, devant une maisonnette. Là, avant de prononcer un important message, il reçoit allégeance, soumission et vénération totale de sa garde rapprochée, ici ses conseillers, élargie à d'autres sages et invités, tous sous son autorité. Nous profitons de demander la paix, la cohésion sociale auprès de Dieu, auprès de nos ancêtres, auprès de nos membres de nos ancêtres, qu'il assiste le peuple burkinabé dans son ensemble. Nous devons travailler à quelque sorte à donner un bon exemple de nous-mêmes et aussi à constituer dans le futur un repère pour les autres et surtout aussi pour nos petits frères. Donc surtout à l'endroit de la jeunesse, nous avons demandé à ce qu'il y ait plus de considération des institutions publiques, plus de considération de l'autorité. Nous avons également parlé de la solidarité vis-à-vis de... Ce doit être une solidarité active, de telle sorte à ne pas attendre que quelqu'un soit dans le besoin pour vouloir venir en aide. Le conseil de fusil reprend au chant des tam-tams ou inversement. Certains invités à la table, tout comme le grand public, peuvent se rincer les yeux en admirant une démonstration de danseurs traditionnels en attendant le prochain Baska en 2020. De chez nous, l'actualité nous conduit en Afrique du Sud. L'ANC reste majoritaire avec un recul qui profite au parti populiste. Le parti historique de Nelson Mandela célèbre sa victoire aux législatives avec un goût amer malgré les 57,5% des suffrages. Le score le plus bas jamais obtenu en 25 ans de règne sur la nation arc-en-ciel par l'ANC qui est en perte de vitesse.
En Afrique du Sud, ces partisans de l'ANC célèbrent la victoire aux législatives. Le parti historique de Nelson Mandela a largement remporté le scrutin avec un peu plus de 57% des suffrages, un score qui lui assure une majorité absolue à l'Assemblée. Mais du côté des politiques, on se garde bien de tout triomphalisme, car ce résultat est le plus mauvais jamais réalisé par le Congrès national africain en 25 ans de pouvoir. Il va compliquer la tâche du président Cyril Ramaphosa pour relancer l'économie et lutter contre la corruption. Le chef de l'État a promis de réparer les erreurs du parti sous l'ère de son prédécesseur Jacob Zuma, englué dans des scandales politico-financiers. Mais avec cette performance en demi-teinte, il aura sans doute du mal à faire accepter ses projets de réforme. Bonsoir Peggy Ouedraogo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque dimanche pour Dimanche Sport. Et ce soir, le sport donc se décline en deux axes, du football et de l'athlétisme. Et si vous voulez bien, on va commencer par l'athlétisme avec Altitude Naouri, donc édition 2019, qui se prépare. Oui, la 11e édition Peggy Ouedraogo aura lieu le 8 juin prochain du côté du Poste, dans la capitale de la province de Naouri. 300 athlètes sont attendus et non pas des moindres, Peggy. Et à ce rendez-vous, les organisateurs étaient face d'ailleurs pour lancer les hostilités face à la presse. Donc ce week-end, objectif, lancer les hostilités et puis planter déjà le décor. Nos témoins étaient là, ils sont pour nom Issaka Ouedraogo et Khalifa Ouattara. Qui pour succéder au Kenyan Shadrach? La réponse le 8 juin prochain, à l'occasion de la 11e édition d'Altitude Naouri. Une 11e édition qui verra plus de 300 athlètes défier le pic Naouri. Et la compétition s'annonce relevée. Nous avons pas mal de sollicitudes. Le Kenya, à lui seul, veut nous pourvoir près de 10 athlètes, dont des femmes en plus. Il y a le Nigeria qui se signale pour la première fois et qui veut même prendre son transport en charge. Bien sûr, les pays d'athlétisme qui ont toujours marqué l'altitude, c'est le Kenya et le Marocain qui détient le record, Khalil, qui va sans doute venir défendre son titre. L'édition 2019 d'Altitude Naouri, c'est 3 événements. Il y a le concert la veille à Pau, dans un cadre purement olympique, qui va se poursuivre le lendemain avec le village olympique pour garder un peu l'esprit village. Et la course à Portement-Palais le 8, au plus tard à 8h du matin, on lâche les coureurs. Une édition 2019 qui interpelle la jeunesse sur son engagement patriotique. Après 10 ans d'existence, Altitude Naouri a des acquis. Le pic, 10 ans après, a pris beaucoup de galons. En tout cas, quand on regarde, de la première à la 10e édition, aujourd'hui on rentre dans la 11e, le pic a pris du galon, il est vraiment mature, si on peut le dire ainsi. Et qui dit qu'il a pris du galon, dit aussi quelque part qu'il a besoin de partenaires de taille. Plus vite, plus haut. Altitude Naouri est aujourd'hui une plaie sportive incontournable, mais aussi et surtout une belle vitrine. Alors vous allez y aller? J'y serai comme d'habitude. Pour participer? Bien sûr, on a toujours été des éléments très clés dans Altitude Naouri. Depuis le début, on est toujours content lorsqu'on entend sonner déjà la cloche d'Altitude Naouri. D'accord. Alors on poursuit. On poursuit dans ce Dimanche Sport avec le deuxième sujet qui est donc du football. Et puis, la Sina, la semaine dernière, vous faisiez cas d'un mano à mano des plus excitants concernant donc le face au foot. Est-ce que le deuxième épisode répond à vos attentes? J'ai envie de vous répondre avec force et fracas. Oui, Peggy, le deuxième épisode répond aussi à nos attentes. Le deuxième épisode va se diviser, Peggy, en 2 séquences. Séquence numéro 1, j'aurais vous dit de faire un clap. Séquence numéro 1, c'est la course au titre. On va aller pour la course du titre. Ça se joue entre le stade du 4 août et le stade Sangoulé-la-Mitan. Regardez le stade du 4 août, c'est Salitas qui joue face à Lusco. Salitas qui ouvre le score grâce à Fovi Aguedi. Salitas qui va encore corser l'addition grâce à ce même Fovi qui réussit son doublé
suite à ce corner, et Salitas va continuer à tiens, le président Yacouba Ouedraogo et son épouse, le 3e but de Salitas, c'est ce chef-d'œuvre de Ilias Sawadogo qui était rentré donc en cours de jeu, 3-0 pour Salitas. C'était déjà 4-0. Voici le 5e but de Salitas, la passe décisive de Ilias Sawadogo pour Fovi Aguidi qui marque son 3e but de cette rencontre. C'est la séquence numéro 1 qui va se poursuivre du côté de Sanglo Lamizana où Raimo devait répondre. Raimo qui ouvre le score grâce à Aboubakar Guira et puis Raimo qui va inscrire le 2e but grâce à Adama Kone. Voici donc la lutte pour le titre. On vous fait le point avant de passer à la séquence numéro 2. Raimo, avec ses 2 buts marqués, est désormais 2e parce que Salitas a marqué 5 buts. Salitas a 3 buts d'avance sur Raimo. Les points, c'est 54 pour Salitas, 54 pour Raimo. Goal average de plus 3 en plus pour Salitas. Et Raimo a 3 buts de retard. Séquence numéro 2, Peggy, c'est la lutte pour le maintien. Ça se passe du côté du SAM municipal. Ici, vous êtes Konombo et le terrain du RCK. Regardez ces images. On va vous montrer, ça c'est ASFB RCK. ASFB FO par exemple. Pardon, l'ouverture du score pour l'ASFB. Bakary Traoré, le FO en difficulté. Le FO va réagir tout de suite grâce à Ahmed Kone. Mais pendant ce temps, du côté du terrain du RCK Peggy, Roméo Boni avait déjà ouvert le score pour l'AS Police. Il prenait le devant, le terrain le stade municipal, les supporters de l'EFO. Vous sentez l'angoisse. Hein? Et puis voici le but qui va peut-être sauver l'EFO de la relégation. Le but égalisateur de l'AS Sonabé qui intervient à la 90e minute. C'est une scène de joie du côté du stade municipal parce que avec ce match nul de l'AS Police et de l'EFO, c'est le statu quo entre ces deux équipes qui luttent pour le maintien. L'AS Police demeure 15e avec un goal average défavorable, l'EFO 14e, l'EFO 31 points, l'AS Police 31 points, mais séparés par le goal average. Imaginez-vous, si l'AS Police avait engrangé ces 3 points et l'EFO 1 point, ça allait être difficile parce que vous verrez la suite pour la dernière journée qui intervient la semaine prochaine. Exactement, donc là, le 3e et dernier épisode, donc c'est pour le week-end prochain. Et vous savez ce qui va se passer le week-end prochain? Non, dites-nous tout. Il y a une véritable bagarre, une finale en plusieurs séquences. Finale numéro 1, c'est Salitas-USFA. La lutte pour le titre, l'USFA lutte pour la 3e place. Séquence numéro 2, c'est RCK Raimo. RCK et USFA luttent pour la 3e place. C'est-à-dire que les deux leaders doivent batailler avec les 2 autres équipes qui luttent pour la 3e place. Et puis séquence numéro 3, c'est l'EFO qui joue face à l'ASFA Yenega, sa rival légendaire qui pourrait être son bourreau pour cette saison ou peut-être son sauveur pour cette saison. Et puis la séquence numéro 4, Peggy, c'est l'AS Police qui va lutter à Bobo Guilasso face à la GEP pour ne pas descendre. Il y a d'autres petits éléments d'ingrédients qu'on peut ajouter comme l'USO qui va du côté de Banfora et qui devra aussi engranger des points pour espérer se maintenir. Voici un peu grosso modo ce qui vous attend le week-end prochain pour le final de ce face-au-foot épique. En attendant, demain c'est lundi, on va vous faire le point exhaustif de cette journée emballante à Brancanabres. Et bien sûr, soyez au rendez-vous à partir de 21h, nous serons là. Un passionné, on ne sait même pas si c'est du foot ou du journalisme, donc les deux. Écoutez, c'est du foot, c'est du journalisme, c'est tout à la fois. Merci, merci Lassina. Donc le rendez-vous c'est demain à partir de 21h pour le magazine des sports, en direct sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir suivi ce journal. Dès demain à 20h, une nouvelle équipe s'installe. Je vous retrouve très bientôt. Bonne soirée sur la télévision du Burkina.